Il est 13 h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, a procédé hier vendredi à Yamoussoukro à l'inauguration des nouveaux locaux de l'Institut national de formation judiciaire. Coût du projet 11,4 milliards de francs CFA, entièrement financé par le C2D. L'Institut compte 4 écoles pour une capacité d'accueil de 500 étudiants. La journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre a été célébrée hier. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, a fait une déclaration portant sur ce qu'il en est de la destruction de ces armes en Côte d'Ivoire. Le point de cette déclaration à suivre dans ce journal. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy, a procédé au lancement des préparatifs de la participation de la Côte d'Ivoire à la COP26, rencontre qui se tiendra à Glasgow en Écosse du 31 octobre au 12 novembre. Occasion pour lui de s'exprimer sur les enjeux de ce rendez-vous mondial. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé hier vendredi à Yamoussoukro à l'inauguration de nouveaux locaux de l'Institut national de formation judiciaire. Cet institut va fortement contribuer au processus continu de construction d'un système judiciaire de qualité, fondé en particulier sur des personnels de justice bien formés. Il compte 4 écoles et pourra accueillir 500 étudiants. Alexis Ouedraogo. L'Institut national de formation judiciaire ouvre ses portes à Yamoussoukro. Construit au sein de la future cité judiciaire, l'Institut regroupe 4 grandes écoles de formation initiale et continue des magistrats et greffes de la protection judiciaire. Ce vendredi, le chef du gouvernement est venu inaugurer l'ouvrage. La capitale politique, elle, s'en réjouit. La qualité de l'appareil judiciaire d'un pays fait partie des paramètres que les grands investisseurs internationaux étudient avant de s'impliquer dans le développement de ce pays. Or, la qualité de cet appareil judiciaire dépend en très grande partie de la compétence des femmes et des hommes qui le font fonctionner. Partant, l'éducation, la formation, l'excellence sont des critères plus qu'essentiels à toutes nos sociétés et spécifiquement à notre pays qui s'est engagé résolument sur le chemin du développement humain. Fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire via le C2D, ce temple de la magistrature signe la force de la coopération entre ces deux pays qui préparent d'ailleurs le C2D 3. Le programme C2D Justice en Côte d'Ivoire est aujourd'hui le plus important programme de l'AFD dans le secteur de la justice dans le monde. 7 ans après son démarrage, le C2D Justice a permis la construction d'infrastructures importantes. Tous ces travaux seront livrés avant la fin de l'année 2021. Les nouveaux locaux de l'Institut national de formation des études judiciaires, mais également ceux du Centre de formation continue d'Abidjan, dont la réception est prévue en octobre 2021, vont permettre de former chaque année davantage de professionnels de justice. D'un coût de réalisation de 11 milliards de francs CFA financé par le C2D, l'Institut, qui se positionne déjà comme pôle de référence dans la sous-région, pourra héberger plus de 300 étudiants et dispenser des cours en simultané à 650 d'entre eux, tout en contribuant bien sûr à une meilleure exécution du droit. Si la qualité de l'enseignement ne faisait l'ombre d'aucun doute, les conditions d'enseignement étaient difficiles en raison de l'inadaptation des locaux. C'est donc avec une immense joie et une légitime fierté que l'INFEJ reçoit ces nouveaux locaux qui lui permettront de parfaire la formation des acteurs judiciaires ivoiriens et de répondre aux sollicitations extérieures des pays amis. Cette inauguration s'inscrit dans un processus de renouvellement des infrastructures pour, d'une part, faciliter et améliorer l'accès des populations aux services publics de la justice et, d'autre part, permettre à la justice de mener ses missions dans de meilleures conditions. Pour le chef du gouvernement, l'Institut vient donner vie à une vision, celle du chef de l'État de renforcer le capital humain. Parce qu'il est certain que l'acte que nous posons aujourd'hui constitue un jalon majeur dans la marche de notre pays vers une justice moderne, indépendante et accessible à tous. L'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro sera le symbole même de notre Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire en marche, qui regarde vers l'avenir, sûre de son destin,
mais pleinement consciente des marches qu'il lui faut encore franchir pour atteindre cet horizon de 2030, dessiné par le président de la République, celui d'une Côte d'Ivoire solidaire, intègre et prospère. Patrick Achi n'a pas manqué de saluer l'excellence des relations entre la France et la Côte d'Ivoire, qui donne vie à des projets d'envergure dans le pays. Parlons à présent de la lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire, notre pays, a obtenu le score de 36 sur 100 à l'indice de la perception de la corruption 2020 de l'ONG Transparency International. Le pays est classé 104e sur 180 pays et territoires et le 20e en Afrique, a révélé hier vendredi le ministre de la promotion de la bonne gouvernance. Les autorités ivoiriennes ont saisi l'occasion pour présenter le guide de prévention et de règlement des conflits d'intérêts, outils de prévention et de lutte contre la corruption d'Angui. L'annonce de la suspension de dirigeants d'entreprises publiques pour mauvaise gouvernance présumée a fait la une des journaux, enflammé les réseaux sociaux, fait couler beaucoup de salive et révéler l'intérêt des populations pour la lutte contre ce fléau. La fraude, les pots de vin, les copinages, pour affecter les gens, pour traquer ces personnes-là qui contournent la bonne marche des choses. Ça a trop duré même d'ailleurs. Qu'est-ce qui a trop duré? Des sanctions. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes va se poursuivre selon le gouvernement, qui a d'ailleurs renouvelé et actualisé sa volonté de mettre fin à ce fléau ce vendredi à la 5e édition de la Journée africaine de la lutte contre la corruption à l'Hôtel Ivoire. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a annoncé la fin du sentiment général d'impunité et du phénomène des intouchables. Ceux qui se prévalaient de ces notions de intouchables et d'impunité, eux-mêmes ont pris conscience qu'ils ne peuvent plus l'évoquer. Cette dynamique s'inspire de la volonté affichée du président de la République d'élever la lutte contre la corruption sous toutes ses formes au rang de priorité nationale et donne déjà des résultats. Vous allez noter que certains dirigeants de sociétés sont en prison. Vous allez noter que certains dirigeants de sociétés ont été suspendus. Et nous attendons le résultat des audits et le chef de l'État est intransigeant là-dessus. Après avoir salué les efforts des autorités ivoiriennes dans la lutte contre la corruption, la représentante de l'Union africaine a plaidé pour l'usage de la pédagogie et de la pression exemplaire sur le front de la lutte contre la corruption. Ici en Côte d'Ivoire, il y a une décision importante selon laquelle il fallait faire la déclaration du patrimoine en début et en fin des mandats. C'est une très bonne situation afin de rassurer nos populations. Selon les chiffres officiels, la Côte d'Ivoire a obtenu le score de 36 sur 100 à l'indice de la perception de la corruption 2020 de l'ONG Transparency International. Le pays est classé 104e sur 180 pays et territoires et 20e en Afrique. Et deuxième titre de ce journal, à l'occasion de la journée internationale de destruction des armes légères de petit calibre célébrée hier vendredi, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, a fait une déclaration portant sur ce qu'il en est de la destruction de ces armes en Côte d'Ivoire. Une journée initiée par les Nations Unies en 2001 avec pour objectif de réduire la circulation des armes légères de petit calibre, d'éradiquer celles en circulation en vue de renforcer les efforts de paix et de stabilité. Franck Quadio. La sécurité des personnes, toujours au cœur des préoccupations du gouvernement. Ce vendredi 9 juillet, à l'occasion de la journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre Vagondo Diomandé, a fait l'état des lieux de la situation sécuritaire. La problématique de la prolifération des armes légères de petit calibre dans le monde continue d'avoir des effets néfastes sur le développement et la stabilité politique des États. En Côte d'Ivoire, l'un des obstacles majeurs à la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les diverses formes de trafic demeure la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre.
Des statistiques du groupe de recherche et des formations sur la paix et la sécurité nous révèlent qu'environ 90% de pertes en vie humaine dans les conflits sont dues aux armes légères et de petit calibre. Depuis 2012, le gouvernement mène des actions fortes pour lutter contre la circulation illicite des armes avec l'appui de la communauté internationale en application de la convention de la CEDEAO. Notre pays a fait l'acquisition de machines de découpe d'armes et réalisé plusieurs opérations de destruction d'armes et de munitions obsolètes, saisies ou confisquées sous la conduite de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Ces opérations ont permis la destruction de plus de 1526 mines antipersonnelles, 19 765 armes obsolètes, 6 336 engins explosifs saisis ou confisqués provenant des collectes communautaires, des armureries des forces de défense et de sécurité et des greffes de tribunaux. De même, des gestionnaires de stocks d'armes et de munitions ont été formés à la neutralisation et à la destruction de munitions et d'engins explosifs. Toujours selon le ministre Diomandé Vagondo, beaucoup d'efforts ont été faits. Toutefois, il convient de les renforcer et de les consolider face aux défis de la prolifération des armes légères et de petit calibre qui menacent la paix et la sécurité. La Journée internationale de la destruction des armes légères a été lancée par les Nations Unies en 2001. Elle vise à réduire la circulation des armes légères et de petit calibre dans le monde et éradiquer celles en circulation illégale en vue de renforcer les efforts de paix et de stabilité à long terme. Reportage signé Franck Quadio. Mesdames et messieurs, quand les services de douane et les opérateurs de véhicules importés ne voient pas les choses sous le même angle, difficile pour eux de s'entendre. Les douanes dénoncent la tendance des importateurs à vouloir contourner les procédures afin d'échapper aux taxations. Les importateurs, eux, dénoncent les lenteurs et les procédures coûteuses. Pour essayer d'apporter un certain équilibre à ces divergences de vues, les deux parties se sont rencontrées à Abidjan afin de s'accorder sur le dispositif en vigueur en matière de dédouanement de véhicules importés. Lanciné Bakayoko. Avec la limitation de l'âge des véhicules importés, les opérateurs économiques du secteur éprouvent des difficultés à trouver les meilleurs leviers pour faire redémarrer leurs activités d'importation au port d'Abidjan et atteindre la vitesse de croisière. L'une des raisons de ce patinage, la mauvaise compréhension des procédures de dédouanement des véhicules importés. Nous avons des difficultés au niveau de l'interconnexion des systèmes de la douane et des autres services. Les difficultés se trouvent au niveau des retards. Pour un dédouanement d'un véhicule, on peut passer soit à 13 semaines, soit à 14 semaines. Ça engendre des frais et ça engendre aussi des pénalités. Ces échanges d'informations et de sensibilisation visent essentiellement à faciliter la collaboration entre la douane et l'ensemble de la chaîne logistique des transports, à savoir les importateurs, les aconniers et les transitaires. Au plan opérationnel, le dispositif lié à l'embarquement s'inscrit dans le système de dédouanement automatisé pour les automobiles. Ce dispositif, appelé SIDAMOTO, se décline en une dizaine d'étapes aussi bien pour les véhicules neufs que pour les véhicules usagés. La procédure des véhicules neufs part, n'est-ce pas, donc de l'analyse de la facture que vous introduisez en douane, l'évaluation par la direction d'analyse de risque et l'édition de la déclaration en douane. Pour les véhicules usagés, vous avez une plateforme SIDAMOTO qui est une plateforme digitalisée qui, lorsque vous n'êtes pas en contentieux, a un traitement maximum de 15 minutes pour pouvoir boucler donc votre dossier. Selon les douanes ivoiriennes, les procédures de dédouanement au niveau des véhicules ne devraient pas excéder 2 semaines. Seulement, voilà. Le guichet unique automobile est une plateforme où cohabitent au moins 6 services, chacun ayant son rythme de travail et parfois même son agenda. Voilà qui éclaire un véhicule pick-up de type 4x4. C'est le don fait par la mairie de Port-Bouët à la direction régionale des impôts d'Abidjan Sud. Ce don devrait aider ce service à mieux collecter les ressources pour le compte de l'État et pour celui de la commune de Port-Bouët. Jean-Louis Pambou. Une contribution au civisme fiscal, mais surtout une participation à l'effort et à la mission de collecte des ressources internes assignée à la Direction générale des impôts.
Ainsi pourrait-on traduire ce don qui vient d'être fait à la Direction régionale des impôts d'Abidjan Sud 1 par la mairie de Port-Boué. Ce véhicule que nous venons de recevoir va bonifier davantage les recettes fiscales. L'impôt foncier comme la patente, soit des impôts de répartition, et une partie ira bien sûr dans les caisses de la commune. Assurer un meilleur rendement sur le terrain grâce à une meilleure mobilité des agents, mais également à travers un renforcement des ressources humaines. Renforcer les effectifs en mettant à disposition 5 agents. Permettre à vos équipes sur le terrain de se déplacer plus aisément pour aller le plus loin possible, débusquer tous les imposables de notre commune, tout ceci pour mieux atteindre les objectifs budgétaires. Un appui significatif de cette collectivité locale qui devait permettre à la DGI de faire mieux que les 2345 milliards de francs CFA collectés en 2020 pour atteindre les objectifs de 2700 milliards de francs CFA de recettes attendus pour l'exercice 2021. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy, a procédé au lancement des préparatifs de la participation de la Côte d'Ivoire à la COP26, la 26e conférence des parties, rencontre qui se tiendra à Glasgow en Écosse du 31 octobre au 12 novembre. Occasion pour lui de s'exprimer sur les enjeux de ce rendez-vous mondial. Grâce Kondo. La Côte d'Ivoire sera au rendez-vous de la 26e conférence des parties COP26 à Glasgow en Écosse. L'événement se tiendra du 31 octobre au 12 novembre 2021. Cette rencontre mondiale sur le climat mettra l'accent sur 5 thématiques. L'adaptation et la résilience, la nature, la transition énergétique, le transport routier propre, la finance. La Côte d'Ivoire donnera sa nouvelle ambition lors de cette COP26 à travers le rapport des contributions déterminées au niveau national. Les attentes de la Côte d'Ivoire à cette COP26 sont nombreuses. La concrétisation de l'opérationnalisation de l'accord de Paris à travers un consensus qui doit être trouvé. Une meilleure prise en compte d'initiatives d'envergure régionales portant sur l'agriculture, la forêt, la gestion des ressources en eau, les zones côtières et la gestion intégrée des déchets. Le renforcement de la mobilisation et de l'accès au financement climat à travers les guichets dédiés tels que le Fonds vert climat. Le renforcement du partage d'expériences et coopération sud-sud et nord-sud dans l'action climatique. L'efficacité du transfert des technologies climatiques afin que tous les pays aient accès à des technologies bas carbone, de qualité et à des prix acceptables. Pour atteindre ces objectifs, le comité permanent d'organisation des COP mis en place en 2019 a déjà démarré ses activités préparatoires. Toutes les informations relatives à la COP26 ont été consignées dans un document unique appelé « Guide du participant ivoirien à la COP26 ». Et dans l'attente de ce grand rendez-vous de Glasgow, il faut continuer de faire attention. La Covid-19 est toujours présente en Côte d'Ivoire, à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 9 juillet 2021, 37 nouveaux cas de Covid-19 sur 2641 échantillons prélevés, soit 1,4% de cas positifs, 39 guéris et 1 décès. À la date du 9 juillet 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 48 776 cas confirmés, dont 48 085 personnes guéries, 318 décès et 373 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 730 536. Le 8 juillet, 15 694 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 850 857 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, qui est gratuite et volontaire. Le programme national de santé scolaire et universitaire santé adolescents et jeunes a conçu en collaboration avec l'UNFPA et l'ONG Action contre la faim une application de téléphonie mobile dénommée e-santé jeune. Cette plateforme interactive animée par des professionnels de santé permettra aux jeunes d'avoir accès de façon anonyme et confidentielle à une éducation dans le domaine de la santé. L'application a été lancée dans la commune du Plateau. Patricia Omouitia.
En Côte d'Ivoire, 23% des 15 à 19 ans ont au moins un enfant. Les grossesses en milieu scolaire sont d'environ 5 000 par an, selon le Programme national de santé scolaire et universitaire Santé adolescents et jeunes, d'où la naissance du projet Innovation e-santé jeune, basé sur 4 modules de base qui sont le chat, le forum, la médiathèque et les astuces. Pour accéder à la plateforme e-santé jeune, tout jeune ou adolescent va sur Play Store, télécharge l'application, remplit le formulaire et arrive à l'interface d'authentification que nous avons. Plus de 600 jeunes sont inscrits sur la plateforme. Les plus nombreux sont les adolescents âgés de 15 à 19 ans. J'invite tous les jeunes à faire comme moi. Je suis sur la plateforme, je l'utilise en toute confidentialité avec mes amis. Et je vous invite à faire comme moi. Pour le représentant du ministre de la Santé, les besoins des jeunes sont effectivement importants et nécessitent une attention particulière. Les adolescents et les jeunes sont confrontés à divers problèmes d'ordre social, économique et sanitaire. La situation de leur santé sexuelle et reproductive a une conséquence directe sur leur santé et leur avenir. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le Programme national de santé scolaire et universitaire, Santé adolescents et jeunes, veut contribuer au bien-être des adolescents et des jeunes à travers cette plateforme en matière de santé et de santé reproductive. Et du côté du ministère des Affaires étrangères, des agents sont formés à la gestion de sites web et à l'utilisation de la messagerie professionnelle e-Gouv. C'est une initiative du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de la diaspora. Elle vise à permettre aux représentations diplomatiques d'avoir un outil de communication efficace avec une gestion sécurisée. Michel Digré. Le gouvernement ivoirien, dans le but d'harmoniser les sites web de ses ambassades et de leur donner un caractère régalien, a initié l'élaboration des sites web des ambassades. Ces sites ont permis à toutes les représentations diplomatiques d'avoir un outil de communication efficace, de sécuriser les informations qui y sont contenues et de préserver l'image de marque de la Côte d'Ivoire. Des points focaux des missions diplomatiques et postes consulaires sont formés à la gestion de ces sites web et à l'utilisation de la messagerie professionnelle e-Gouv. C'est important parce que les usagers sont souvent victimes d'arnaques de la part de certains hackers et également les informations très sensibles peuvent être dupliquées, trafiquant par exemple ou détournant l'objet d'une mission effectuée par un officiel dans une zone. Donc nous avons pensé que cette formation était importante et également faciliter le travail de ces points focaux qui chaque fois pour une modification, une mise à jour de la page d'Internet font appel aux techniciens du département central alors qu'ils ont la possibilité de pouvoir procéder à cette mise à jour sans solliciter le département central. Sur 57 missions diplomatiques et postes consulaires, 36 sont aujourd'hui des sites web fonctionnels. Cet outil permet d'avoir une visibilité des activités des ambassades et de communiquer avec la diaspora ivoirienne. Et parlons justement de formation. Il y a ces interrogations concernant le recrutement d'enseignants du primaire avec le diplôme du brevet d'études du premier cycle. Le rapport international du programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC 2019, rendu public en 2020, a révélé les défaillances de l'école ivoirienne au niveau de la langue française et des mathématiques et a indiqué de même que les connaissances didactiques des enseignants sont beaucoup moins solides. Sur quelle base les enseignants du primaire sont-ils recrutés? Comment s'effectue ce recrutement? Pourquoi recruter avec le niveau BEPC? Quel enseignement est dispensé aux élèves? Mettre dans les CAFOP, des questions que notre reporter Sephora Zegui s'est posées. Grand Bassam, centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP. Ici sont formés plus de 400 élèves maîtres. Ce matin, la directrice du centre procède à une visite inopinée. Ça va, tout va bien. Depuis 3 années, la formation des enseignants du primaire est passée au système APC, c'est-à-dire l'approche par les compétences. Ce changement est survenu pour renforcer la qualité de la formation au niveau des CAFOP selon la tutelle. L'APC a-t-elle véritablement un impact sur la qualité de l'enseignement? La formation modulaire amène l'enseignant à recevoir
des informations, des enseignements dans le domaine de la profession qu'il a choisi. Nous nous sommes rendus dans 3 centres d'animation et de formation pédagogique sur les 16 que compte la Côte d'Ivoire, Grand-Bassam, Aboissou et Dabou. Dans cette classe à Aboissou, le professeur lie la théorie à la pratique. Aujourd'hui, c'est Edouard Oka qui dispense le cours à ses camarades. Ok, très bien. On travaille en groupe. Vous avez 5 minutes. C'est passionnant. C'est un sacerdoce. Cette méthode exigée par l'APC permet à l'élève maître de se familiariser avec le métier d'enseignant. Dans le rapport international du programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC 2019, publié par la Confémen en décembre 2020, indique que les seuils de maîtrise des compétences des enseignants se situent à des niveaux relativement satisfaisants, avec des taux de 84% en langue et 65% en mathématiques. Mais en revanche, les connaissances didactiques des enseignants sont beaucoup moins solides. Nous nous sommes donc interrogés sur la qualité de la formation dans les CAFOP. C'est en 2012 que le CAFOP a été audité pour insuffisance dans la formation. Depuis 5 ans aujourd'hui, la réforme est en marche. Les auditeurs nous ont conseillé de passer à une réforme pour pouvoir améliorer l'enseignement au CAFOP. Et donc, depuis pratiquement 3 ans, 4 ans, la réforme a été généralisée dans les 16 CAFOP de la Côte d'Ivoire. Donc, en CAFOP, nous enseignons désormais avec des modules que nous exécutons en CAFOP, dont 9 en première année et 5 en deuxième année. Ces modules qui s'exécutent se font aussi en même temps avec la pratique sur le terrain. Une réforme qui nécessite des manuels didactiques adaptés selon les professeurs. Depuis combien de temps nous attendons à ce qu'il y ait de nouveaux livres? Mais jusque-là, on attend, mais les livres ne sont pas encore confectionnés, donc c'est un problème pour nous. Dans les bibliothèques visitées, les manuels existent bel et bien, mais sont d'une autre époque. Il y a beaucoup de manuels, mais c'est des manuels qui sont caducs. Mais les enseignants, comme ils ont du génie, ils réussissent à adapter ces contenus-là. C'est à la direction de la pédagogie et de la formation continue que nous nous rendons pour comprendre. On a modularisé l'enseignement actuellement au CAFOP. Autrement dit, on a passé des cours ex cathedra à des modules. Parce que nous sommes dans une école de formation professionnelle, il y a 14 modules. Et ces CAFOP ont été faits à partir d'un référentiel. Le référentiel, c'est quoi? C'est le document qui dit les compétences que l'élève maître doit avoir quand il est devant les élèves pour mieux accomplir son devoir. Et du référentiel, donc, on déduit les modules. Et on est passé de 2 à 3 ans parce qu'on veut donner beaucoup plus de temps à ce que les élèves n'aient pas seulement des savoirs théoriques, mais des savoirs pratiques. Et donc, le manuel ne s'impose pas dans une école de formation. On peut en faire, mais normalement, c'est les élèves qui ont besoin de manuel, pas leur maître. Les méthodes ne sont pas consignées, ne sont pas collées au manuel. Lorsqu'un enseignant est bon, vous lui donnez n'importe quel manuel de n'importe quelle méthodologie, ce qu'il cherche, il va adapter. Ce qu'on leur demande, c'est de l'autonomie pour pouvoir adapter ce qu'ils veulent faire. Le secteur de l'éducation est en plein chantier pour améliorer sa qualité. Le directeur de la pédagogie et de la formation continue demande donc de la patience aux Ivoiriens. La qualité, effectivement, est liée à la qualité des apprentissages et à la qualité même des documents. Nous sommes conscients de ça. Nous y travaillons. C'est pour ça que cette année, l'État travaille à produire les livres du CE. Les derniers qui sont là-bas remontent à 2008. Pour que la formation dans les CAFOP soit au sommet, tous sont unanimes. Il faut revoir les conditions d'accès dans ces centres de formation pour enseignants. Nous souhaitons qu'on recrute les élèves qui ont le bac. Oui. Peut-être que ça nous permettra d'encore filtrer les brebis galeuses, certaines brebis galeuses que nous voyons dans notre corps. La tutelle est aujourd'hui disposée à relever le niveau de l'enseignement dans ces établissements et cela passe nécessairement par de grandes décisions. On est à mi-parcours d'un projet important qui a fabriqué un manuel de mathématiques et un manuel de français. Et justement, on est allé en trouver une méthode qui s'appelle « Teaching at the right level », enseigner l'enfant au niveau où est l'enfant. C'est tout ça qui est en train de bouillonner dans la marmite. Ça, j'aurais demandé aux Ivoiriens qu'on ait un peu de patience.
c'est vrai que le résultat est mauvais. Il ne faut pas le dire autrement. Il faut que nous pigeons à nous-mêmes des ressources, une ingénierie propre à nous pour avancer. C'est ce qu'on est en train de faire. On contextualise ce qu'ils nous disent. Patrice Siloué rassure les élèves, parents d'élèves et toute la communauté éducative que des efforts seront consentis pour le rayonnement de l'école ivoirienne. Madame Mariatou dit toujours qu'elle veut une école de la réussite pour tous. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Depuis 50 ans au moins, les 16 centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP s'emploient à la formation des élèves maîtres. À ce jour, plus d'1 millier d'enseignants sont sortis de ces centres pour se consacrer à la formation des élèves du primaire. La plupart de ces écoles n'ont pas été réhabilitées. Les CAFOP d'Aboisseau, Grand Bassam et Dabou devraient initialement accueillir un peu plus de 170 élèves maîtres. Aujourd'hui, ils accueillent respectivement 410, 473 et 600 pensionnaires. En plus du problème de la formation, la tutelle devrait se pencher également sur le problème de surpopulation. Quel système de formation pour une école de qualité, un dossier signé Séphora Zegui. Puis vous le savez certainement, voici 1 an déjà que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été arraché à l'affection des siens de la Côte d'Ivoire. Un grand vide pour le Poro et la Côte d'Ivoire. Une lecture coranique a été effectuée. À Koroko, reportage, Kwadjo Kwame. Bondala, place mythique retenue pour la lecture coranique pour le repos de l'âme de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly au titre du premier anniversaire de l'illustre disparu. Sous la direction de l'imam central de Koroko, la communauté musulmane a prié et demandé à Dieu de retenir seulement les actes positifs du défunt Amadou Gon Coulibaly afin de lui ouvrir les portes du paradis. Des prières sont faites non seulement pour le repos de l'âme d'Amadou, dont le décès constitue la circonstance qui nous unit, mais pour le reste du pays, à commencer par le président de la République, le père spirituel d'Amadou. Tout le monde a prié ici pour qu'il ait une longue vie, pour qu'il ait une bonne santé, pour qu'il soit éclairé dans son combat pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les imams ont récité plusieurs fois le Saint-Coran. Les sacrifices ont été partagés. Nous demandons à Dieu, le Tout-Puissant, d'accueillir Amadou Gon auprès de lui, dans son Firdaus, qui est le plus haut des paradis. Depuis sa mort, nous ne faisons qu'en demander aux man, à nos ancêtres, de prier pour lui, pour que son âme se repose en paix. Et la prière d'aujourd'hui, c'est une prière sacrée et que le Seigneur nous donne encore un autre Amadou Gon pour nous satisfaire. Lecture intégrale du Coran à plusieurs reprises, sacrifices. En musulmans pratiquants, les guides religieux ont demandé à leurs coreligionnaires et à la population tout entière d'accepter la disparition d'Amadou Gon Coulibaly et de prier pour le repos de son âme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir à 23h pour la dernière édition de la journée. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.